Ce 21 avril 2023, le média indépendant Vers le Média publie cette publication. Alors merci Alban le Duc pour ce titre qui m'a donné immédiatement envie de réaliser cette vidéo. D'abord, je vous encourage grandement à regarder ce qui se passe sur le site de Vers le Média, qui réalise des articles engagés, écrits par des journalistes engagés. On le sait, les températures sont en circuit libre, on a déjà trop chaud et c'est pas nouveau. Il va falloir donc s'adapter très vite et agir très vite pour la planète et pour le vivant. C'est pourquoi Paris a besoin d'une révolution haussmannienne, comme le dit si bien Alban le Duc dans cet article. C'est pour éviter de ressembler à des petites glaces fondantes sur du goudron collant in Paris. Mais évidemment, pas que Paris, toutes les grandes villes, les vieilles maisons, la campagne, tout le monde est concerné. Mais qu'est-ce que la révolution haussmannienne, ou du moins, qu'est-ce que c'était ? Eh bien pour répondre à cette question, je vais m'en poser 6. Où, quand, qui, pourquoi, comment, de quelle manière, et les conséquences. En soi, j'aurais pu m'en poser une 7e, qui est quoi. Quoi est en fait le sujet de la vidéo, la révolution haussmannienne. Alors justement, cette révolution haussmannienne, elle se passe où ? À Paris. Quand ? Au 19e siècle. Mais faisons un petit contexte historique avant de commencer. Les 18 et 19e siècles sont les siècles de la révolution industrielle. Elle commence au 18e siècle, et celle-ci nous allons l'appeler la première révolution industrielle, ou plutôt la proto-industrialisation. À cette période, les villes se développent par l'extension des marchés et des productions, ce qui signifie un déplacement important des populations de milieux urbains, donc tout ce qui se passe à la campagne, au milieu rural, la ville. On appelle ça l'exode rural. On note aussi une croissance démographique importante en Europe qui se répercute sur la population grandissante au sein même des villes. Et donc ça, c'est super sympa pour l'hygiène. Siècle des Lumières, le 18e siècle est aussi le moment du développement important de la mécanisation. On appelle ça le progrès technique. Et ça va largement aider l'agriculture, l'amélioration et la création de nouvelles voies, de nouvelles routes, et favoriser l'essor de la production industrielle, et donc des usines. En parlant de production industrielle, on remarque que le développement de la production textile crée des bourgs de tisserands, de soie et de laine dans les grandes villes. Et tout ça, ça fait circuler de l'argent. C'est le moment d'une expansion du capitalisme commercial et financier, la naissance du prolétariat, et donc de la classe ouvrière. C'est aussi l'époque de certaines inventions importantes, la machine à vapeur, et donc par conséquent l'utilisation du charbon. Mais aussi l'invention, et là c'est ma préférée, de la montgolfière. Parlons de la seconde révolution industrielle, celle qui a lieu mi- et fin du 19e siècle. C'est une période de grands changements, de découvertes et d'inventions. L'industrialisation se concentre sur la recherche et l'exploitation de nouvelles sources d'énergie, l'électricité, le gaz et le pétrole. La chimie ne cesse de progresser, on invente les engrais, et il y a de nouvelles inventions. La lampe à incandescence, l'automobile à moteur à explosion, l'avion et tant d'autres. Et ces inventions vont être très utiles à la première période du XXe siècle, tout ça pour, roulement de tambour, la Première Guerre mondiale. Notons aussi la révolution haussmannienne, cette grande transformation de la ville de Paris à la seconde moitié du XIXe siècle. Je n'ai pas parlé de tout pour ces deux révolutions industrielles du 18e au 19e siècle, puisque je garde des sujets pour de prochaines potentielles vidéos plus longues et plus condensées, mais nous aurions pu aussi parler du taylorisme, de la machine à vapeur et donc du développement des locomotives, de la sidérurgie, des engrais et des crises économiques du moment. C'est sous la révolution industrielle que Paris devient une ville extrêmement peuplée. On compte, rien que pour la première moitié du 19e siècle, une population dépassant le million d'habitants. Cette population est logée dans des quartiers anciens et insalubres. Les rues sont si étroites que l'air stagne, la lumière passe peu, voire pas du tout. Bref, c'est l'endroit idéal pour une hygiène tout à fait passable. Et il faut vite changer ça. Alors, qui va changer ça? Eh bien, Napoléon III, revenu d'un petit exil en Angleterre, veut faire de Paris une capitale qui en jette. Et ses idées, il les prend à Londres. Il désigne donc son préfet Haussmann pour organiser cette naissance de l'urbanisme en France au début des années 1850. Ne vous inquiétez pas, il a pas mis ça dans les mains de n'importe qui, Haussmann avait déjà fait des travaux importants à Bordeaux. Alors quel est le but de ce changement? C'est notre petit 4.
Pourquoi? Si on veut une capitale qui fait rêver les plus démunis d'imagination, l'hygiène est un but absolument non négociable. Mais il y a bien évidemment une petite pensée politique par derrière. Les progrès techniques et mécaniques vont servir à créer une identité visuelle et une identité esthétique. Mais ce n'est pas tout, ça va aussi nous aider à rendre les rues plus ouvertes, afin d'éviter des révoltes avec des barricades et pour pouvoir faire passer les troupes armées. Ça vous parle? Et tout ça, par quels moyens? Petit 5. Comment? Eh bien, besoin de 80 000 ouvriers. Des menuisiers, des artisans, des sculpteurs, des ferronniers. En fait, j'imagine bien ça comme ça. Vous êtes ferronnier? On prend. Artisan? On prend. Vous êtes quoi, vous? Pas grave, on prend. Écoutez-moi tous. Merci. On va raser tous les quartiers insalubres, ouais, c'est-à-dire là où vous viviez. On défonce 25 000 maisons et on rebâtit, attention, 75 000 bâtiments, des immeubles de type haussmannien. Si, vous allez voir, c'est super beau. On ouvre les rues par des grandes artères, bien vastes, pour que le vent et la lumière passent bien. Parce que sinon ça pue. Ok. On va créer 600 km d'égouts. Bon, il en existe déjà 100, on va en rajouter 500, quoi. Bon courage à ceux qui seront dedans. Et on va créer des réseaux pour les transports en commun. Oui, quoi? Oui, tout ça c'est pour faciliter les départs et les arrivées des marchandises, tout ça, ouais, faut que l'argent ça circule. Et puis on va construire des opéras, des écoles, faire des arrivées d'eau courante et de gaz. Oh, vous allez voir, ça va être trop bien. Quoi? Tu veux quoi? Un petit géranium? Là si tu veux. C'est imagé. Une dernière notion super importante, aménager des parcs et des squares à l'anglaise, pour pouvoir ouvrir et oxygéner la ville. Mais dis donc, c'est qu'il y en aurait de l'idée à verdir la ville. Alors quelles sont les conséquences de tout cela? Eh bien, d'un point de vue social, les bâtiments tout beaux tout neufs sont trop chers pour notre population ouvrière, celle qui était présente avant les travaux. La bourgeoisie va donc prendre ces quartiers, et ce dans tous les sens du terme, et vont loger dans des immeubles type haussmannien. Alors au rez-de-chaussée, on va avoir la conciergerie, les boutiques, au second niveau, les habitats, et un peu aussi au-dessus, des aristocrates et de la bourgeoisie, et tout en dernier, donc tout en haut avec les petites lucarnes. Ce sont les combles qui sont faits pour les employés de maison. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chambres de bonne. La classe ouvrière qui était là avant a été envoyée dans les faubourgs, créant parfois même des banlieues pas hyper fréquentables, parce que c'est de nouveau insalubre. Et ça, c'est partout, dans toutes les villes, à toutes les époques. C'est ce qu'on appelle un bon mouvement d'exclusion. Autre conséquence, le prix. Ces 20 ans de travaux auraient coûté 2 millions de francs or à la France. Vous imaginez bien que de telles dépenses n'étaient pas de la vie positive de tout le monde. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, ce budget était le budget annuel de la France. Et tout cela a été payé jusqu'en 1914. Cependant, cet argent-là investi, on le voit encore aujourd'hui. Parce que vous connaissez les résultats de ces travaux. Si vous êtes déjà allé à Paris, si vous vivez directement à Paris, les grandes artères que vous empruntez ont été réalisées à cette révolution haussmannienne. Par exemple, l'avenue de l'Opéra, les Champs-Élysées, ou encore le parc Monceau. Ça, c'est de la révolution haussmannienne. Ces travaux ont aussi ouvert le tourisme à la capitale moderne du 19e siècle. On fait circuler l'argent. Petit bémol quand même, le patrimoine perdu. Ces travaux ont tout de même détruit une partie de l'ancien Paris du XVIe et XVIIe siècle. Plutôt critiqué, Haussmann est celui qui a peigné Paris avec des mitrailleuses, d'après l'écrivain Benjamin Perret. Et oui, la conscience du patrimoine est aux prémices depuis la monarchie de Juillet, au début du XIXe siècle. Alors, après cette explication de la révolution haussmannienne, revenons un petit peu à notre contexte à nous. Pensez-vous, vous aussi, que la France, ses grandes villes et notamment Paris, aient besoin de grands changements, rapidement, pour lutter contre le dérèglement climatique? Pour moi, ma réponse est oui, et ce, depuis plusieurs années. Ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse et que je pratique le zéro déchet, la permaculture, que je m'intéresse au rapport du GIEC, avec quelques crises cardiaques, ainsi qu'aux plantes. Et ces dernières nous envoient des signes énormes de détresse. Un exemple tout simple et actuel, les coquelicots, qui en général ne sortent qu'en mai et en juin, sont chez nous, en Occitanie, sortis depuis le 10 avril. L'année dernière, mon potager permaculture avait 1 mois d'écart avec les températures de la saison. Le taux de décès et de maladies liées à la pollution et à la chaleur ne fait qu'augmenter. Alors oui, nous devons agir.
Et du coup, ça me donne envie de faire une vidéo sur la permaculture. Est-ce que vous saviez que la technique de la